Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. L'évolution de la situation reste incertaine. Comment cette crise va-t-elle influencer les économies des deux pays et plus largement l'économie mondiale? Quel sera l'impact de ce conflit sur les marchés mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires? Se dirige-t-on vers une crise économique de grande ampleur? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités. Monsieur Ding Yifan, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing et chercheur principal à l'Institut Taihe. Monsieur Denis Depoux, directeur général Monde chez Roland Berger. Et Monsieur Zhao Yongsheng, professeur à l'Université de commerce international et d'économie. Bonjour. 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 La Russie est un géant mondial de l'énergie. Elle est également, avec l'Ukraine, l'un des principaux producteurs agricoles de la planète. Monsieur Ting, d'après vous, quel impact a pour l'instant la situation russo-ukrainienne sur les prix mondiaux des matières premières? Si on regarde par exemple les prix du marché des céréales, ça a monté plus de 10%, mais ça va continuer parce que la Russie est un grand producteur de pétrole et de gaz naturel. Alors on sait très bien que pour la production agricole, il en faut quelquefois des engrais chimiques, etc. Alors que le pétrole et le gaz naturel sont des éléments, des matières premières de production des engrais chimiques. Donc, si avec la baisse de production de l'énergie, ça va affecter donc la production des engrais chimiques, ça va affecter directement sur la production céréalière. Donc tout cela, c'est une chaîne de réaction les uns sur les autres. Et selon les chiffres publiés par la Banque mondiale, le Liban importe plus de 90% de ses céréales de Russie et d'Ukraine et le pays ne dispose que pour un mois de réserve. Pour l'Égypte, le plus gros importateur de blé au monde, la situation est également catastrophique. Monsieur Zhao, comment analysez-vous cette situation? Oui, mais enfin, bien sûr, c'est une situation inquiétante, hein, c'est-à-dire là, surtout pour les pays qui ont un degré de dépendance en denrées alimentaires. Par exemple, il y a le pays, le Liban, il y a l'Égypte, qui sont très dépendants de la fourniture russe et ukraine. Là, bon, je pense, c'est-à-dire, il faut bien savoir qu'on est aujourd'hui dans une société dite post-industrielle. On ne vit plus dans une société agricole, primitive. Vous voyez, c'est-à-dire là, aujourd'hui, avant, c'est plutôt auto-taxi, là, qui domine. On peut vivre juste tout seul, là, c'est-à-dire sans trop de communication, trop d'échanges avec le monde extérieur. Alors aujourd'hui, c'est surtout avec l'industrialisation d'abord et ensuite la post-industrialisation. Alors aujourd'hui, c'est surtout le travail est divisé en nombre de missions, la professionnalisation aussi et la spécification aussi là, des missions hein, de travail. Alors là, donc ça c'est le premier point. Alors deuxième point, il faut savoir aussi pour ces pays, moi je pense que il ne faut pas abuser leurs conditions, les catastrophes euh, naturelles, ce sont plutôt les catastrophes humaines. Ce sont nous hein, qui ont causé cette catastrophe. Hein. Personnellement, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas là, surtout dans la prise de décision de la politique, des politiques de l'agriculture hein, dans ce pays. Donc, on a plus ou moins négligé hein, l'agriculture et probablement aussi il a hein, le coût de production agricole. Et si on produit directement chez eux, probablement enfin le coût de production est plus élevé que des produits agricoles importés de l'Ukraine et de la Russie. Donc il faut critiquer plutôt ces deux pays eux-mêmes au lieu d'accuser cette fois-là ce conflit
russo-ukrainien. Et après le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les Occidentaux ont imposé toute une série de sanctions à la Russie. Et ils ont notamment annoncé d'exclure plusieurs banques russes de la plateforme de paiement SWIFT. Et les États-Unis ont également interdit l'importation de pétrole. Monsieur Depoux, d'après vous, quelles seront les conséquences directes? Bien, ces sanctions, elles ont pour objectif de faire pression sur le président russe en mettant une pression sur lui-même, sur l'économie de son pays, sur ses proches, pour amener tout le monde à la table de négociation et forcer un cessez-le-feu. Ces sanctions, elles vont d'abord pénaliser l'économie russe et empêcher que cet effort de guerre puisse se poursuivre dans la durée. Mais la guerre elle-même fait peser des risques directs et indirects sur l'économie européenne, sur l'économie mondiale, des risques directs puisque certaines entreprises européennes ont des capacités de production dans le secteur automobile, dans le secteur des équipements automobiles par exemple, en Ukraine, et ces productions vont manquer. Il y a également des perturbations très fortes sur les chaînes d'approvisionnement, puisque le survol de la Russie est interdit pour la plupart des compagnies aériennes européennes, puisque la traversée de la Russie par des trains qui seraient à destination de l'Union européenne risque d'être perturbée, soit de manière légale, soit de manière pratique. Et puis il y a les conséquences indirectes qu'on vient d'évoquer sur les prix des commodités, des matières premières et de l'énergie. Donc il y a un risque inflationniste et aussi des risques simplement de rupture d'approvisionnement. C'est quand même le prix à payer, pour l'Europe en tout cas, c'est le prix à payer pour un changement de politique vis-à-vis de la Russie, pour devenir moins dépendant des hydrocarbures et de certaines matières premières qui aujourd'hui sont importées de Russie. Donc c'est un signe que l'Europe est prête à subir des pénuries, à paralyser ou en tout cas rendre plus difficile la production dans certains secteurs, à avoir un renchérissement des prix. Mais au fond, c'est sans doute un pas vers plus de souveraineté économique et de sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe. C'est un réveil assez brutal, qui était pourtant prévisible. Donc il est assez dommage que la politique européenne n'ait pas su plus tôt anticiper depuis 2014 sans doute un risque qui était assez inéluctable. On peut noter que c'est un risque salutaire, puisque si on se souvient un peu de l'histoire, la France, mon pays, après les deux chocs pétroliers en 1967 ou en 1973, avait décidé d'améliorer son indépendance énergétique, à la fois en lançant le programme nucléaire du côté de l'électricité, et puis en diversifiant beaucoup ses sources d'approvisionnement de pétrole et de gaz naturel. C'est pourquoi aujourd'hui la France est dans une position plus facile, ou comparativement, disons, plus facile que l'Allemagne, par exemple, ou l'Italie, qui sont très dépendantes des hydrocarbures russes. Et le rouble a sombré à son plus bas niveau historique face au dollar. Monsieur Digne, quel peut être l'impact de cette crise sur la finance internationale? Je pense que d'une certaine manière, les sanctions économiques, les sanctions financières contre la Russie ont un double effet. C'est en quelque sorte une épée à double tranchant. D'une part, si vous regardez par exemple le marché boursier de la Russie, il était fermé depuis un certain temps. Si on laisse ouvert, on laisse le marché s'ouvrir, eh bien, les prix vont tomber, vont chuter. Il va y avoir une crise sur la bourse de Moscou, de la Russie. La monnaie russe, le rouble, a déprécié à peu près de moitié de sa valeur, et c'est très important. Ce qui traduit une fuite énorme de capitaux de la Russie. Si on regarde, il y a non seulement une fuite du capitaux de Russie, mais aussi une fuite de capitaux de l'Ukraine. Et en gros, cette crise a provoqué une panique sur non seulement le marché de la Russie et le marché de l'Ukraine, mais aussi sur le marché de l'Europe. Il suffit de regarder le taux de change, l'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar. Et le dollar s'est apprécié alors que l'euro a dévalué.
ce qui traduit une tendance de la fuite de capitaux de l'Europe vers les États-Unis. Donc, de ce point de vue, les États-Unis seraient un bénéficiaire de cette crise. Mais à part cela, les sanctions économiques ou l'escalation de la guerre économique, parce que, à part les sanctions, les Américains ont confisqué, par exemple, des biens des Russes, individus, des Russes. Les Américains ont gelé des biens de la Banque centrale russe aux États-Unis, menacent de confisquer, par exemple, les biens de la Banque centrale russe. La Russie a fait la même chose. La Russie a menacé de geler, puis de confisquer les investissements des entreprises occidentales en Russie. Ça aussi, l'escalation de cette guerre commerciale aurait des impacts énormes sur l'économie mondiale, car ces entreprises qui ont investi massivement en Russie, dans le secteur de l'énergie, etc., sont aussi des entreprises cotées en bourse, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et cette escalation de la guerre commerciale va provoquer le panique chez les investisseurs sur la bourse. Si ils commencent à vendre leurs actions de ces sociétés qui sont sujets à caution, qui sont et ça va provoquer une espèce de tsunami financière. Donc ça, c'est quelque chose qui pèse lourd sur le marché des capitaux maintenant dans le monde. Et cela va-t-il entraîner des changements dans la politique monétaire de la Banque fédérale américaine? Oui, on a constaté un assouplissement de l'attitude, au moins de la Banque centrale américaine, parce que dès le début de l'année, la Réserve fédérale avait fait savoir à plusieurs reprises qu'elle allait relever 5-6 fois le taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Parce que l'année dernière, le taux de l'inflation, le CPI, a été plus de 7%. Ça dépasse de loin le niveau de tolérance de la Réserve fédérale. Donc cette année, la Réserve fédérale a fait savoir qu'elle allait relever 5 à 6 fois le taux d'intérêt. Et ceci a déjà provoqué une espèce d'inquiétude des investisseurs. Mais c'est avec la guerre, avec cette crise, la Réserve fédérale commence à assouplir sa position. Les investisseurs ont été plus ou moins dopés par cet enthousiasme et ils commencent à investir à nouveau. Donc le Dow Jones, l'index Dow Jones était américain avant cette crise et maintenant il est sur la pente descente. Donc ça commence à monter. Et du côté de l'Europe, dans ce conflit russo-ukrainien, quel rôle joue pour l'instant l'Union européenne, Monsieur Zhao? Oui, mais en fait, vous avez très bien utilisé le terme, le conflit russo-ukrainien. Alors, moi, je pense que c'est pour les Européens, ils sont cette fois, alors, par rapport à la crise de la Crimée, là, et cette fois, l'attitude européenne est très, très différente. Donc, enfin, il faut bien savoir que on a avancé, les Russes ont avancé déjà, là, un autre pas par rapport à 8 ans avant. D'abord, moi, je pense que c'était pour, comme je viens de dire, c'est un conflit, il faut bien savoir, il faut confirmer. Les deux parties de ce conflit n'ont aucune partie a déclaré guerre. Là, c'est un peu bizarre. Les batailles sont déjà farouches, là, mais ce n'est pas encore une guerre, hein, théoriquement parlant. Donc, je pense que alors, dans cette situation-là, les Européens, on peut adopter une attitude, hein, ce n'est pas seulement les décideurs de l'Union européenne, mais aussi la population, disons, hein, les contribuables, ils ont l'attitude de quasi-totalité, hein, pour l'Ukraine et contre la Russie. Alors ça, il faut être très très clair cette fois. Donc ça, c'est leur attitude. Et pour les sanctions aussi, hein, les sanctions, presque toutes les sanctions avancées par les Américains, hein, ont été suivies par les Européens cette fois.
Donc ça, c'est aussi une autre attitude. Pour le rôle, bien sûr, c'est un peu différent parce que les Américains sont loin de la Russie et enfin surtout de l'Ukraine. Alors les Européens sont, il faut bien savoir, l'Ukraine fait partie de l'Europe. Bien sûr, c'est pas encore de l'Union européenne, mais même la Russie fait partie à l'Europe. Mais bon, c'est au sens large, quoi. Hein. Cette fois, c'est au sens large de l'Europe. Et ce sont les Européens, bien sûr, on est différent entre les Slaves et les Européens proprement dit. Donc, vous voyez, leur rôle, c'est une partie de l'Europe et la totalité de l'Europe. Moi, aussi, j'espère que les Européens, surtout les Allemands et les Français, peuvent, comme Schulz et M. Schulz et Macron, peuvent faire quelque chose. Ils ont déjà fait hein, de médiateurs dans ce conflit, hein, sachant que les Européens sont très différents, hein, surtout dans les intérêts économiques, dans les intérêts financiers, dans les intérêts économiques, sont très différents des Américains. Donc moi, je crois que c'est surtout, il y a deux attitudes. D'abord, c'est la forme et le fond. Comme M. Ting, hein, mon professeur, M. Ting vient d'analyser, c'est très bien, il y a des sanctions, de ça, il y a des confiscations, enfin on a confisqué, hein, on a pas essayé, on a menacé de confisquer, mais je crois que pour ce genre de confiscation, en fait, c'est pas, vous voyez, c'est pas de l'idéologie européenne, occidentale, c'est contre la démocratie, contre les droits, tout ça. Vous voyez, ce ne sont plus les États, les États de droit, si je dis. Donc, il faut relativiser ce genre de sanctions verbales, une partie. Donc, le rôle est très, très délicat. D'une part, enfin, c'était pour les Européens, ils espèrent affaiblir leurs voisins, surtout leurs voisins militairement forts, et c'est une menace, ça représente toujours une menace pour les Européens. En même temps, je pense, hein, parce que j'ai discuté avec mes amis européens, hein, enfin aussi, je n'aime plus que la Russie sera anéantie cette fois. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce conflit-là? Ça va, les Européens souhaitent affaiblir de manière raisonnable la Russie pour que cette dernière ne reste plus une menace forte et immédiate pour les Européens. Donc ça, c'est un peu délicat hein, pour, pour les Européens. Et le 10 mars, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis en sommet à Versailles ont exclu toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. Monsieur Depoux, comment analysez-vous ça? Quelles sont les conditions et obstacles à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Les adhésions à l'Union européenne de nouveaux pays, ça a toujours pris beaucoup de temps. Il n'y a pas de raison que ça aille plus vite pour l'Ukraine que pour d'autres pays. Mais comme l'a dit M. Zhao, l'Ukraine et la Russie, c'est l'Europe. Donc cette guerre abjecte, elle est au cœur de l'Europe. La Russie ou l'Union européenne, c'est très important pour la Russie. En 2020, 40% des exportations russes allaient en Union européenne. C'est des hydrocarbures, mais ce n'est pas seulement des hydrocarbures. A contrario, la Russie était seulement le 5e partenaire commercial de l'Union européenne et représentait seulement 6% en 2021 du commerce extérieur de l'Union européenne. Donc il y a ce déséquilibre qui crée effectivement pour l'économie européenne la possibilité de faire une forte pression sur la Russie. Et ce conflit, il accélère l'unité de l'Europe, l'intégration de l'Europe. Regardez certains pays comme la Pologne ou la Hongrie qui avaient de fortes divergences économiques, parfois politiques, avec le reste de l'Union européenne. Ces pays sont très alignés dans la politique actuelle. Et c'est une observation qu'on peut faire dans les décennies passées. L'Union européenne s'est toujours intégrée au moment de crises majeures. La crise du Covid est un exemple. La crise financière en 2009 est un autre exemple d'intégration économique et d'intégration politique.
Aujourd'hui, ça va plus loin. Vous avez l'Allemagne qui décide de changer sa politique de défense, par exemple, de consacrer 2% de son budget, 100 milliards d'euros, à un effort de défense, et un effort de défense qui permette à l'armée allemande d'être une armée qui intervient, comme l'armée française a pu intervenir dans des conflits extérieurs à la France. Donc tout ça donne plus de souveraineté à l'Europe, indépendamment des États-Unis, indépendamment de l'OTAN, pour exercer d'abord sa souveraineté économique, utiliser son économie comme un moyen de pression, ce qu'elle fait aujourd'hui, et puis, à terme, assurer sa sécurité d'approvisionnement en énergie. Mais comme l'a dit M. Jao, il faut penser à la façon de sortir de cette guerre. Donc aujourd'hui, tout le monde est concentré sur cette guerre, sur les conséquences dramatiques sur la population ukrainienne, mais il faudra trouver une issue à ce conflit, et on peut imaginer que cette issue, ça soit davantage d'intégration de l'Union européenne, y compris vers l'Ukraine, vers la Moldavie, vers la Géorgie, dans une Europe plus forte, et puis sans doute, à contrario, plus de neutralité politique et militaire de ces pays qui sont à la fois à la frontière de la Russie et à la frontière de l'Union européenne, de façon à sortir de ce conflit. On a sans doute sous-estimé l'importance qu'avait le risque d'extension de l'OTAN vers l'Est pour la Russie. Il faudra sans doute revenir dans la négociation à la façon de traiter au mieux ce point. Et l'intégration économique, c'est forcément une bonne façon de traiter ce point. Et face aux sanctions, la Russie menace pour sa part d'interrompre l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Le 4 mars dernier, elle a suspendu ses fournitures de gaz vers l'ouest par le gazoduc Yamal. Et si la Russie allait plus loin et décidait de fermer Nord Stream 1, Monsieur Ding, d'après vous, quelles seraient les conséquences pour l'Europe? Les conséquences seront finalement catastrophiques pour la Russie et pour l'Union européenne. Parce que d'une certaine manière, jusqu'à maintenant, l'Union européenne consomme à peu près 40% de gaz approvisionné par la Russie. L'Allemagne, le pourcentage de gaz russe dans la consommation allemande est plus importante. Ça représente à peu près 65% de la consommation de gaz en Allemagne. Donc ça aurait certainement des problèmes, mais vu la situation actuelle, il y a une émergence ou un regain du nationalisme à la fois en Europe et en Russie, si bien que la Commission européenne vient de prendre une décision. Elle a publié un livre blanc disant que l'Union européenne va prendre de plus en plus de distance avec l'approvisionnement d'énergie, non seulement pas de gaz, mais d'énergie de la Russie, pour arriver à une indépendance totale de l'Union européenne vis-à-vis de l'énergie russe à l'échéance de 2030. Cela veut dire tous les ans, ils vont essayer de réduire l'approvisionnement de l'énergie de gaz et du pétrole de la Russie, parce que le pétrole fourni par la Russie représente aussi à peu près entre 28 et 30% du pétrole, de la consommation de pétrole de l'Union européenne. C'est beaucoup. Donc à peu près un tiers de consommation de pétrole vient de la Russie. Donc si la Commission européenne mettait vraiment en pratique ces propositions, eh bien, ça va certainement affecter l'économie russe. C'est pour ça que Poutine menace d'interrompre carrément maintenant l'approvisionnement de gaz, parce qu'au lieu d'attendre petit à petit que les choses arrivent, il préfère prendre des décisions actives maintenant, carrément interrompre l'approvisionnement de gaz. Alors on sait très bien que pour le moment, l'Union européenne aura du mal à trouver un substitut à l'approvisionnement de gaz ou de pétrole russe sur le champ. Mais l'Union européenne a pris des décisions de substituer au gaz et au pétrole russe
voyez, par exemple, l'Allemagne vient de prendre une décision de construire un port de, de gaz liquéfié, de LNG. Donc, ceci pour recevoir un peu plus de gaz d'autres régions du monde, en particulier des États-Unis, parce que les États-Unis vont, bien sûr, tout de suite après cette crise armée entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis pensent qu'ils ont trouvé une opportunité d'élargir le marché en Europe. Et ils ont essayé de remplacer le gaz russe par le gaz de Shell, de schisme américain, parce que l'industrie de gaz de schiste américain fait face à une certaine surproduction. Donc, une surcapacité de production. Il faut trouver d'autres marchés pour vendre davantage de gaz et de pétrole. Et Monsieur Depoux, d'après vous, l'Union européenne est-elle vraiment en mesure de réduire sa dépendance de gaz à l'écart de la Russie? Oui, l'Union européenne est clairement en mesure de réduire cette dépendance. Ça va prendre plusieurs années, donc il faut le faire progressivement, comme M. Ding l'a indiqué. Mais vous savez, la situation des sanctions aujourd'hui, elle est très dynamique. Donc, en effet, aujourd'hui, la manne du gaz et du pétrole et du charbon, 47% du charbon européen vient de Russie. Cette manne est restée intacte, elle est toujours payée par l'Union européenne ou les différents pays de l'Union européenne aux exportateurs russes. Comme l'a dit M. Ding, on peut importer beaucoup plus de gaz naturel liquéfié en Europe. On a pratiquement un peu plus de 2 fois la capacité d'importation par rapport à la consommation. Donc il y a beaucoup de place dans les terminaux de regazéification. Il n'y a pas forcément toujours le réseau de tuyaux de gaz pour distribuer ce gaz, en particulier au cœur de l'Europe. Il n'y aura pas trop de problèmes en Allemagne, en France, dans les pays du sud de l'Europe. En revanche, beaucoup plus de problèmes pour amener du gaz vers les pays de l'Europe centrale et orientale. Et je crois que cette crise a au moins un bénéfice, c'est qu'elle a enclenché de manière, je pense, inarrêtable, une recherche de sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe, d'indépendance des hydrocarbures russes. Vous avez vu que l'Agence internationale de l'énergie a suggéré qu'en réduisant de 1 degré les thermostats du chauffage dans l'Union européenne, on pouvait économiser 1 milliard de mètres cubes de gaz. C'est 2% des achats à la Russie. Donc la question, c'est quelle est la volonté politique pour effectivement peut-être faire souffrir un peu la population en Europe, mais ce sont de maigres souffrances par rapport à la souffrance de la population ukrainienne aujourd'hui. Et moi, en tant qu'Européen, je suis fier de voir que l'Europe s'engage dans une direction qui a beaucoup d'avantages aussi pour la lutte contre les gaz à effet de serre et le changement climatique. C'est-à-dire que finalement, à moyen terme, les objectifs de réduction des énergies fossiles, ils servent aussi la lutte contre le changement climatique, et c'est quelque chose dans lequel l'Europe a toujours été à la pointe. Donc, à court terme, on a peut-être une hiérarchie des objectifs qui change un peu, où on cherche à réduire les achats d'énergie à la Russie, on cherche à réduire la consommation en général, et c'est plus important que la libéralisation des marchés, le contrôle des aides d'État, de la concurrence, des fers de lance de l'Union européenne. Mais à moyen terme, ces objectifs vont converger avec les objectifs du plan Fit for 55 et donc du plan de réduction des gaz à effet de serre de l'Union européenne. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous vos points de vue. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.